Bienvenue dans le PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Sur ce site web, vous retrouvez tous les épisodes du podcast bien sûr, mais aussi des vidéos et des articles pour booster votre culture sécurité. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, Instagram et Twitter. Ce podcast existe pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser en sécurité au travail et apprendre de l'expérience passionnante de mes invités. Aujourd'hui, mon invité est Claire Fischer. Claire est la directrice du campus Méditerranée de l'école d'ingénieurs ESEP. Claire est mon ancienne professeure d'ergonomie au poste de travail que j'ai eu la chance de suivre pendant mon parcours d'ingénieur. Dans l'épisode, elle nous explique comment elle a construit son expertise et surtout comment elle la transmet en formant les préventeurs de demain. Bonne écoute. Bonjour Claire, comment Bonjour ça va? Alexandre. Écoute, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est moi qui te remercie, c'est un plaisir que tu sois aujourd'hui dans l'épisode. Je voudrais d'abord que tu puisses te présenter sur rapidement ton poste aujourd'hui et après on viendra par la suite sur ton parcours. Bien sûr. Donc aujourd'hui, je suis directrice du campus Méditerranée de l'ESEP, donc une école d'ingénieurs spécialisée notamment en prévention des risques, sécurité, environnement, basée à Angers. Et donc moi, je dirige le campus Méditerranée basé à Aix-en-Provence. Très bien. Alors, donc Claire, moi je t'ai connue en tant que ma prof d'abord. Oui. C'était à l'ESEP et tu avais fait l'ESEP auparavant. Donc comment est-ce que en partant d'un diplôme ingénieur sécurité, finalement on devient finalement la directrice de cette école-là? Alors, c'est vrai que le parcours peut paraître un petit peu atypique, hein. Je suis diplômée de l'ESEP, donc spécialité sécurité, environnement, prévention des risques, et j'ai été diplômée donc en 2004. À la suite de quoi, j'ai travaillé et évolué dans le monde industriel, plasturgie automobile, traitement des déchets en qualité de responsable sécurité, environnement. Puis responsable qualité, sécurité, environnement, puis responsable production, hein, donc dans ces secteurs d'activité. Et à cette occasion-là, j'ai pu bénéficier d'énormément de formations de formateurs. Alors au départ sur des formations de formateurs gestes et posture, ergonomie au poste de travail, et c'est dans ce cadre-là que l'ESEP, l'école dont j'étais diplômée, m'a contacté pour que je puisse intervenir ponctuellement en tant qu'intervenant vacataire. Ce milieu de la formation m'a beaucoup plu. C'est d'ailleurs un aspect que j'ai retrouvé après, y compris dans le monde industriel, puisque il y avait la formation des collaborateurs. J'ai également occupé après des fonctions de consultante pour la CCU du Var et pour une entreprise varoise, notamment pour des certifications par étapes ou des accompagnements MAS ou mise en place de systèmes de management santé sécurité au travail. Et au cours de ces expériences, je me suis intéressée d'un petit peu plus près justement à la formation. J'ai passé le concours d'ingénieur territorial donc dans la spécialité santé sécurité au travail, qui m'a permis d'accéder à un poste derrière de responsable de pôle de formation dans la fonction publique territoriale. Alors je t'arrête 2 secondes. Donc du coup, Oui. pas juste après, mais après l'école, donc tu as touché à l'automobile, aux Oui. déchets et après du coup la fonction publique, c'est ça? C'est ça, voilà. Plasturgie automobile, D'accord. gestion des déchets, en parallèle donc l'ESEP et puis quelques missions Oui. de Et consulting. l'enseignement, hein. Voilà, avant de basculer effectivement dans la fonction publique territoriale. D'accord. Ouais, donc déjà, tu avais déjà un bon panorama de la prévention dans différents secteurs, différents domaines. Ouais. Alors l'avantage, Et c'est vrai que c'est que le secteur des déchets est un secteur où industriels, collectivités territoriales se côtoient, puisque j'étais responsable production, qualité, hygiène, sécurité, environnement sur un site d'exploitation de tri des emballages ménagers recyclables et de déchetterie. Et donc je travaillais avec des homologues qui eux étaient fonctionnaires territoriaux, qui travaillaient pour des collectivités, pour des syndicats intercommunaux qui venaient nous apporter leurs déchets ou qui étaient propriétaires du site d'exploitation. Donc ça m'a permis de m'intéresser finalement à ces métiers de collectivité territoriale et de m'apercevoir qu'on avait un diplôme d'ingénieur territorial qui portait cette même spécialité prévention des risques, santé, sécurité au travail plus particulièrement,
et qui du coup était dans la parfaite continuité, j'ai envie de dire, d'un enseignement école d'ingénieur avec expérience industrielle ou en collectivité. Et je connais moins la fonction d'ingénieur territorial. Tu peux nous expliquer rapidement quelle est sa mission? Oui, alors l'ingénieur territorial va posséder une spécialité qui lui permettra d'évoluer encore une fois soit au sein de collectivités donc de communes, syndicats intercommunaux, conseils départementaux, conseils généraux ou organismes on va dire centralisés. Selon la spécialité, il peut être amené à traiter des projets relatifs à la santé et sécurité au travail, au bien-être, à la qualité de vie au travail. Si on prend l'exemple de grandes métropoles, Marseille, Nice, où on va retrouver ces postes-là. On va retrouver également des ingénieurs territoriaux en charge des risques majeurs, en charge également de projets assez transversaux, touchant au traitement des déchets, qui peuvent toucher également à l'économie, à l'urbanisme. Voilà, donc le poste d'ingénieur territorial, l'avantage, c'est qu'au-delà de la spécialité qu'on a, ce sont des postes qui nécessitent vraiment une bonne connaissance du fonctionnement de la collectivité dans laquelle on se trouve et des connaissances, assez transversales sur le fonctionnement de l'organisation, les différentes parties prenantes avec lesquelles il interagit, à la fois les administrés, mais également les industriels qui vont avoir parfois des délégations de services publics, des prestataires, ces différents sujets. D'accord, je crois que je vois un peu plus la fonction. Et donc, à la suite de ça, à la suite de cette mission-là, tu as continué vers finalement la suite de l'enseignement. Alors voilà, donc c'est vrai que j'étais dans la fonction publique territoriale responsable d'un pôle de formation au niveau de la région PACA. Donc c'est la responsabilité du service prévention sécurité publique, donc qui couvrait justement la formation de tous les agents en charge de la santé et sécurité au travail sur le territoire PACA, donc ces agents-là au sein des collectivités, avec également, donc pour ma part, la responsabilité de la police municipale et des sapeurs-pompiers. Donc ça permettait vraiment, au-delà de la santé-sécurité au travail, de s'intéresser même à la sécurité publique et donc avoir une vision sécurité bien plus large que l'entreprise, puisqu'on est vraiment lié à un territoire, à une collectivité, voire plus largement. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment, en prenant ce poste dans la fonction publique territoriale, j'ai donné une autre dimension au poste, c'est-à-dire que je suis passée d'un poste d'ingénieur préventeur, ingénieur HSE sur le terrain, qui était à la fois aux côtés de la direction, mais aussi aux côtés des salariés, avec une partie administrative, juridique, mais aussi une partie très opérationnelle. Optimisation de postes de travail, animation de réunions pour optimiser aussi parfois les zones de circulation, la coactivité, la gestion des prestataires extérieurs, à un poste de responsabilité d'un service qui allait former ces agents-là, donc avec un autre volet, un volet beaucoup plus managérial, mais avec une forte responsabilité, puisque l'idée c'était de trouver les profils de professionnels qui allaient pouvoir justement aider les agents territoriaux à faire l'acquisition de ces compétences de préventeurs qu'ils ne possédaient peut-être pas à l'origine. Et en tant que préventeur, passer côté manager, manager de ses anciens collègues et après de ceux que tu as recrutés, même si tu l'avais été, je pense, quand tu étais côté responsable d'exploitation, ça présente quel challenge pour faire la bascule et occuper pleinement un nouveau poste comme ça? Alors, c'est vrai qu'il y a un pas à franchir assez important quand on est ingénieur santé sécurité au travail, préventeur en charge de la gestion des risques en industrie. On a déjà cette participation au comité de direction, on a déjà cette interaction avec l'ensemble des services, les services méthodes, les services production, les services conception, les services achats. Donc on a déjà acquis un certain nombre de compétences relationnelles. On connaît déjà le vocabulaire métier, on a déjà une légitimité sur la prise de parole, la force de proposition. Maintenant, comme tu le dis, prendre la partie managériale et du coup arriver à faire comprendre à une collectivité les besoins qui sont les siens en termes de santé et sécurité au travail, c'est un autre défi. Puisque quand on est ingénieur au sein d'une structure, le besoin, s'il y a déjà ce poste qui a été créé, il est déjà, flagrant
pour l'ensemble des collaborateurs. Et donc, on a derrière des gens qui sont plutôt à l'écoute, des moyens qui nous sont proposés et puis des projets sur lesquels réfléchir collectivement. Quand on passe de ce côté-là, en tout cas dans un organisme de formation tel que le nôtre, il faut faire comprendre à la collectivité quels sont ses besoins. Donc, parfois aussi toucher du doigt des manques tout en étant extérieur. Et la convaincre finalement derrière de vraiment franchir ce pas, d'aller vers la formation. Donc, il y a à la fois la gestion du contact client, entre guillemets, cette relation organisme de formation, collectivité, et à la fois cette relation avec les formateurs. Quand on est ingénieur préventeur donc en industrie, c'est nous qui portons le message. C'est nous qui communiquons et qui formons nos collaborateurs. Là, la difficulté, c'est de manager des gens qui vont porter ce message-là et qui, du coup, vont bien être conformes, j'ai envie de dire, au message qui doit être passé, tout en enrichissant le message de leurs propres expériences personnelles. Donc, c'est le management des intervenants qui, on va dire, est une grosse différence parce qu'on a des intermédiaires multiples qui vont porter ce message de préventeur. Et quelle clé ou qu'est-ce que tu as mis en place toi justement pour passer ce pas, parce que tu disais tu as développé des compétences et autres, mais j'imagine que c'est quand même un travail aussi sur soi pour passer ce cap. Qu'est-ce que toi tu as mis en place? Alors, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance puisque dès mon premier poste et toutes mes expériences, j'ai eu la chance d'avoir un responsable hiérarchique qui m'a énormément apporté et qui m'a, les deux auxquels je pense, dans la plasturgie automobile ou derrière dans le traitement des déchets, qui m'ont appris finalement à adapter ma posture. Je suis passée d'un ingénieur prévention des risques, préventeur, qui pouvait paraître un peu binaire en sortie d'école. Pour moi, la réglementation, c'est noir ou blanc et j'avais du mal finalement à faire du gris. Ils m'ont appris à composer avec les impératifs de rentabilité, de performance de l'établissement, de qualité, composer aussi avec les personnalités, des responsables maintenance, méthode ou autre. Donc déjà, ça permet vraiment de grandir et ça pose les premiers jalons pour derrière occuper ces postes de management. Et puis après, je pense qu'effectivement, on s'enrichit aussi des personnes qu'on côtoie dans les différents services. Encore une fois, moi j'ai beaucoup appris au service des contacts, des services qualité, beaucoup appris aussi des prestataires auxquels je faisais appel, des formateurs qui venaient justement dans notre structure nous accompagner à mettre en place des certifications ou pour des formations CACES ou autres. Donc, je me suis aussi beaucoup basée sur la relation commerciale que j'avais avec eux pour derrière essayer de développer les miennes. Je pense que par contre, c'est quelque chose qu'on ressent ou pas. J'avais envie de tendre finalement vers ces missions-là, mais qui sont assez éloignées, j'ai envie de dire, encore une fois, de ce qu'on attend de nous en tant que préventeurs sur le terrain. Bien sûr, il y a des messages à faire passer, il faut convaincre, il faut parfois séduire, ce qui est aussi un peu le rôle, on va dire, du manager et surtout quand on passe du côté formation. Mais on a ce côté technique qui s'éloigne un petit peu de ces missions et auquel il faut être prêt avec lequel il faut être prêt à couper un petit peu. D'accord. Et dans ces expériences, du coup, que ce soit côté ingénieur préventeur ou ingénieur territorial, est-ce que tu as une expérience que tu peux nous partager d'une démarche qui s'est plutôt mal passée pour commencer, puis après on passera à un exemple où ça s'est bien passé? Oui. Alors, au-delà oui, on va parler de démarche dans l'ensemble, mais je vais prendre un cas très précis. Donc, mon premier poste dans la plasturgie automobile se faisait sur Monaco, chez un sous-équipementier. Et une de mes premières missions était de faire une analyse des postes. À Monaco, comme tout le monde l'imagine, on est sur des espaces qui sont assez étroits, très contraints, une usine qui avait déjà plusieurs dizaines d'années, et on souhaitait vraiment améliorer la santé-sécurité des travailleurs, diminuer l'accidentologie. Et donc, j'ai eu une première vague d'études ergonomiques de poste, accompagnée par la médecine du travail, bien sûr. C'est ça aussi la qualité du préventeur, c'est de savoir s'entourer des compétences plus précises qu'on peut avoir autour de nous. Et je prends l'exemple d'un poste en particulier. On était très contraints par les équipementiers automobiles qui nous imposaient que les pièces soient rangées dans des bacs spécifiques avec un agencement bien particulier. Et on avait des bacs qui étaient très profonds
et qui nécessitait que les opérateurs se penchent, mais de toute leur hauteur finalement, pour bien positionner au fond du bac les pièces. Donc, je fais mes interviews, on fait une analyse de poste, on prend les mesures, etc. Et puis, on décide de faire l'achat d'un transpalette qui pouvait rehausser et incliner donc ces bacs dans lesquels stocker les pièces. On était sur des petites pièces, donc des poignées automobiles, mais qui se rangeaient par centaines dans des bacs donc assez gigantesques. Et je mets en place donc ce transpalette, tout se passe bien, et puis au bout de quelques mois, au moment de finaliser l'action, dans mon plan de bout check act, c'est-à-dire vérifier l'efficacité de l'action mise en place, je fais face à deux blocs, et notamment celui du directeur qui me dit, voilà, on a investi énormément sur ce poste, on a mis en place de la formation, on a mis en place de l'équipement. Aujourd'hui, je m'aperçois qu'à chaque fois que je me déplace dans le site, rien n'a changé. L'opérateur continue de se pencher. Du coup, les opérateurs continuent de se plaindre. Beaucoup de turnover, beaucoup d'absentéisme. C'est un échec. Alors, voilà, premier affront. Je vais sur le terrain et là, effectivement, les opérateurs me disent ce poste-là est le pire poste au travail. On est penché toute la journée. C'est intenable. On ne s'en sort pas. Et finalement, je me suis aperçue que c'était un simple problème de communication. C'est-à-dire que 6 mois auparavant, quand on a mis en place ce transpalette, on a formé le personnel qui était sur ce poste. Le personnel a changé. Quand on travaille en 3x8 et sur le poste automobile avec beaucoup de gestes contraints, il y a beaucoup de turnover sur les postes, beaucoup de polyvalence. Et finalement, les gens qui étaient venus derrière n'avaient pas bénéficié de cette formation. On n'avait pas mis d'affichage sur le poste de travail, considérant que c'était assez aussi inné. Il y avait un transpalette avec deux boutons, un qui surélève, un qui incline. Et donc, ils n'avaient pas eu de message. Et ceux qui avaient le message, comme ils n'avaient pas eu la démonstration, avaient l'impression qu'ils n'allaient pas pouvoir tenir la cadence si ils mettaient en place et s'ils ajustaient régulièrement le positionnement de leur bac. Donc, voilà, un échec parce que ni les salariés n'étaient satisfaits, ni la direction qui avait investi avec une accidentologie, un turnover qui était identique sur le poste de travail. Et donc, c'est ma toute première expérience, c'est là que je me suis aperçue que finalement, la communication, elle était importante à toutes les étapes du projet, c'est-à-dire qu'elle est importante dans la phase de réflexion, elle est importante dans la phase pour la recherche de solutions, elle est importante dans la phase, bien sûr, de mise en œuvre des solutions, mais elle est aussi, surtout, importante au quotidien, bien pour pérenniser les bonnes pratiques et pour continuer à s'améliorer. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce qu'on a tendance, en tout cas moi, j'avais tendance à me dire que cette vérification de l'efficacité de l'action, elle était en général à court terme. Et parfois, on oublie de communiquer, on communique sur les urgences. Et je pense que la répétition est une bonne chose. Et donc, j'y ai pris goût, alors qu'auparavant, ça n'était pas du tout le cas. Voilà. Donc ça, pour moi, ça a été mon premier échec. Ouais, alors, bon, vu comme tu as pu rebondir et après en tirer quelque chose, enfin, peut-être que tu peux peut-être plus expliquer comment vous avez fait après pour expliquer justement aux personnes qui n'étaient pas bien au courant de ce qu'ils avaient à mettre en œuvre. Finalement, on a changé, on a littéralement changé l'objet du projet, parce que le projet était finalement de modifier les postes de travail. En tout cas, je l'avais intégré comme tel, donc vraiment un projet assez technique. On part d'un poste de travail et on doit arriver à un poste A et on doit arriver à un poste A bis. Et le projet est devenu finalement améliorer la communication sur l'accidentologie au travail, c'est-à-dire que la modification de poste de travail est devenue un outil pour un projet beaucoup plus global qui a été d'améliorer la communication, d'améliorer les analyses de poste. Et donc, on est passé voilà, c'est ce changement de projet qui a fait bien de cette démarche une réussite. C'est pour ça qu'au départ, je disais, on parlait même pas de démarche. Finalement, c'était, on prenait des postes et individuellement, on essayait de les améliorer. On s'est aperçu qu'au-delà de l'agencement du poste, ce qui était important, c'était la communication. Et donc, on a changé ce projet. Encore une fois, la modification du poste est devenue un outil au service de ce projet qui, lui, avait été rebaptisé et a pris une autre dimension. C'est intéressant parce que du coup, c'est un projet, enfin, c'est devenu un projet global et ça touche tous les aspects de la prévention, de l'analyse du poste jusqu'à la communication, jusqu'à l'intervenant, je veux dire, au quotidien et souvent, ce qu'on oublie, je pense, aux primo-intervenants qui sont souvent eux qui n'ont pas été là au moment de cette mise en place et qui du coup ne peuvent pas avoir le même savoir que leurs collègues et du coup je pense que ça va être pas mal formateur pour commencer finalement de
d'avoir une Oui, expérience comme ça. oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Alors j'imagine que ça t'a appris pas mal de choses. Est-ce que est-ce que c'est ce qui t'a donné envie de continuer dans le poste de préventeur ou t'as trouvé d'autres choses dans la mission qui t'ont convaincu? Alors, moi, ce qui m'a attiré déjà à l'origine, hein, quand j'ai choisi cette école, et ce qui m'a plu tout au long de mes missions de préventeur, c'est justement j'ai envie de dire, le retour sur investissement, entre guillemets, qu'on ressent dans les relations humaines. C'est passer du rôle que certains peuvent avoir ou d'a priori qu'on peut avoir du préventeur qui est l'empêcheur de tourner en rond, hein, c'est-à-dire celui qui vient rappeler les règles, celui qui va poser des sanctions. Moi, ce que j'ai aimé dans ce métier, au contraire, c'est à l'opposé de cet a priori que certains peuvent avoir, c'est d'accompagner les directions, d'accompagner les services, d'accompagner les salariés, donc vraiment toutes les strates, d'accompagner les strates, hein, une organisation dans sa globalité, dans une amélioration avec derrière la satisfaction d'avoir ce contact, ce relationnel avec l'opérateur qui va nous dire que son poste s'est amélioré, les services qui vont nous dire qu'ils ont gagné du temps ou qu'ils arrivent bien à avoir moins de turnover, moins d'accidentologie sur leurs équipes, et la direction qui arrive finalement au-delà de contraintes, encore une fois, opérationnelles ou de performance, arrive vraiment à mettre en place une politique santé-sécurité. Donc moi, c'est dans ce côté humain et dans cette satisfaction derrière sur l'appréciation des résultats que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et tu mentionnais l'expression l'empêcheur de tourner en rond. Ça vient pas forcément que des personnes ouvriers ou opérateurs de terrain, mais des fois ça peut venir de la direction. J'imagine que dans ton parcours, tu as quand même parfois rencontré des difficultés avec des personnes de la direction. Est-ce que tu as peut-être une expérience à partager pour réussir cette implication et progresser avec une équipe de direction? Oui. Alors effectivement, c'est vrai pour tous. Hein, c'est pas seulement, comme tu dis, les opérateurs qui vont stigmatiser ou avoir cette image-là. C'est souvent les services avec lesquels on travaille, pour lesquels on travaille, j'ai même envie de dire. Et ça a été particulièrement vrai dans le traitement des déchets. Parce que c'est un secteur d'activité qui est encore plus dur que la plasturgie automobile, avec des conditions de travail qui sont assez particulières, que ce soit de l'odeur, que ce soit en termes d'image, donc même au niveau psychologique, au-delà de ce qu'on peut imaginer en termes de cadence, en termes de risque, puisque le tri n'est pas que automatisé. Et ce qui m'avait le plus surpris sur ce poste-là, finalement, c'est que ce soit pas tant les opérateurs de tri, les caristes qui se plaignent finalement de cette démarche santé-sécurité, mais plutôt les directions. Les services d'exploitation, parce qu'au départ j'étais là j'étais responsable production, donc différent de l'exploitation, qui eux avaient vraiment un objectif de quantité de déchets traités, quantité de déchets valorisés, avec derrière des impératifs et des résultats à rendre aux collectivités territoriales qui bénéficiaient de subventions par rapport au tonnage trié. Et c'est vrai que ça a été le plus difficile pour moi, c'est de dire finalement, on a créé ce poste, c'était une création de poste que j'occupe, on me demande de réaliser des missions, on me demande d'obtenir des certifications, mais j'ai eu le sentiment par moment qu'une fois la certification obtenue, au quotidien, il y avait quand même un certain détachement des autres services, encore une fois, service maintenance, service exploitation, qui avait le sentiment que ces activités-là pouvaient freiner, pouvaient ralentir, voire même pouvaient bloquer certaines activités. Et ça, du coup, ça venait peut-être du désalignement, pardon, de la direction avec la finalité de ta mission. Oui, je pense, et je l'avais senti comme ça à un moment donné. C'est vrai que je pense qu'il y a parfois dans certaines entreprises une inscription dans une démarche sécurité, santé-sécurité, qui est rendue obligatoire par le Code du travail, qui parfois est même accentuée par des réponses à appel d'offres. C'est le cas qui impose que des certifications santé-sécurité soient obtenues. Et donc, pour une équipe jeune, une société jeune, parfois, c'est ça qui va déclencher la mise en œuvre de la santé-sécurité au travail, avec derrière, finalement, une adhésion assez modérée
de la direction sur les actions opérationnelles et sur l'impact que ça peut avoir réellement au quotidien. Je pense que après, très rapidement, et d'ailleurs dans l'entreprise où je suis passée, on arrive à convaincre et à démontrer de l'utilité, y compris en termes de performance de la démarche. Mais au départ, ça n'est pas toujours une culture qui est véritablement ancrée dans les pratiques et dans les entreprises. Donc ça a été ça mon défi. Oui. D'accord, c'est intéressant du coup de voir que finalement les enjeux et les difficultés elles sont souvent les mêmes, mais tout le monde s'en sort pas forcément de la même manière. Et là, je voudrais qu'on avance sur une autre partie un peu plus actuelle pour toi, sur ton organisation actuelle. Moi, j'ai connu les ZEP grâce, et aujourd'hui, les ZEP est à Aix, si je me trompe pas. Donc, tu en es la directrice. Je voudrais que tu nous en parles de comment tu l'as développé, enfin comment ça a été développé, et du coup, on parlera après de ta mission. Ouais. Alors, donc c'est vrai que l'ESEP s'est implanté il y a maintenant une trentaine d'années sur Angers. L'objectif à l'origine de cette création de l'école d'ingénieurs, c'était vraiment de répondre à des attentes d'industriels de la région angevine sur deux aspects. Un aspect informatique, réseau de télécommunications, et un aspect production et santé sécurité au travail attaché à ces contraintes de production. Donc l'école a toujours été positionnée sur ces deux domaines de compétences, avec au départ une formation assez généraliste et une coloration, soit prévention des risques, soit informatique. Et d'ailleurs, c'était comme ça à l'époque de ma formation. Et puis très rapidement, l'école a compris qu'il y avait vraiment une nécessité de former différemment ces ingénieurs et de pouvoir les construire en 3 années sur la spécialité à proprement parler, avec à la fois des connaissances scientifiques particulières et qui pouvaient donc être différentes du numérique à la prévention des risques, mais aussi derrière sur des applications métiers beaucoup plus poussées. Et donc l'école a pris ce tournant de devenir une école généraliste avec spécialité, à vraiment affirmer être une école de spécialité telle que ça l'est aujourd'hui, et donc avec des enseignements complètement différenciés dès le bac+3 entre le numérique et la prévention des risques. Une fois cet ancrage en tant qu'école de spécialité, eh bien l'école s'est dotée de différents conseils, des conseils d'orientation stratégique, des conseils de filière, un conseil de perfectionnement, et tous ces conseils eh bien, sont représentés par des professionnels de la formation, des professionnels, donc collectivités territoriales, des professionnels du monde industriel, pour bien se réunir et conseiller l'école, bien sûr, les besoins du marché de l'emploi, en termes notamment, donc dans le sujet qui nous intéresse, de prévention des risques. Donc, c'est comme ça que se construisent nos référentiels de formation, qui sont ensuite déposés devant la commission des titres d'ingénieur et habilités, tenant compte, bien sûr, eh bien, des rapports de ces différentes commissions, tenant compte également de l'employabilité et du devenir donc des anciens étudiants de l'école, et c'est avec plaisir que j'ai rejoint du coup à nouveau les ZEP lorsque j'ai été invitée pour la création de ce site d'Aix-en-Provence. Voilà, aujourd'hui l'école sur Aix-en-Provence comme sur Angers recrute également après le bac pour 2 années de classe préparatoire intégrée, qui se veulent assez généralistes, mais 2 années pendant lesquelles, notamment sur la prévention des risques, on va donner les premières bases qu'on considère presque être de la culture générale pour tous les futurs ingénieurs de demain, avec bien le premier vocabulaire métier, même les risques, en commençant par les risques, le risque sécurité routière, les risques domestiques, et à partir de là, une fois cette culture de base ancrée, de pouvoir aller progressivement à partir du bac+3 vraiment sur des applications métiers, donc avec des connaissances encore une fois scientifiques, techniques, managériales et humaines assez fortes sur ce métier de préventeur où, comme on l'a évoqué, il y a vraiment la nécessité de travailler en transversalité et donc d'avoir des compétences humaines et relationnelles importantes. Et à la sortie d'une classe prépa comme ça, ils peuvent évoluer vers l'une ou l'autre des spécialités ?
Voilà, tout à fait. Donc là, pendant ces 2 années de classe préparatoire intégrée, c'est vrai que j'ai parlé de la culture générale santé-sécurité avec la sécurité routière, avec les risques domestiques et d'autres modules, hein, notamment secourisme, qui sont présents. Mais il y a également des enseignements de numérique, pareil qu'on considérait être la culture générale. Hein, déjà, qu'est-ce qu'un ordinateur, comment ça fonctionne, quelques règles de codage pour comprendre un petit peu, les outils bureautiques, bien entendu. Voilà, donc les étudiants, à la fin du bac+2, déterminent laquelle des deux filières les intéresse. Bien souvent, ce choix est fait avant même de nous intégrer, bien entendu, mais parfois, en découvrant les spécialités au cours du cycle prépa, il peut y avoir une réorientation, donc soit sur la prévention des risques, soit sur le numérique. D'accord. Et alors, quel est le rôle quel est ton rôle en tant que directrice du campus? Est-ce que tu continues d'enseigner? Est-ce que maintenant tu fais plus que de l'administratif? Quel est ton rôle vraiment dans ce poste-là? Alors, le rôle de directrice de campus, il est adjoint d'une mission d'enseignant-chercheur, hein, pour ma part. Donc, oui, j'enseigne un certain nombre de cours aux étudiants, hein, donc de bac+1 à bac+4. Le bac+5 chez nous s'effectue à l'étranger puis en projet de fin d'études. J'effectue également des missions de recherche appliquée, c'est-à-dire que en quelque sorte, je suis également consultante pour des entreprises partenaires de l'école. Et donc, j'interviens chez eux régulièrement pour les aider à améliorer leurs pratiques en termes d'audit terrain santé-sécurité, par exemple, en termes, par exemple, de formation. Sécurité également pour le groupe Toyota. Voilà, donc j'effectue ces deux missions-là au-delà des missions de directrice. La mission de directrice de campus, elle est forcément déjà dans le management de l'équipe administrative et pédagogique. Donc au niveau administratif, on va retrouver une assistante administrative, on va retrouver le suivi des étudiants, on va retrouver également toute la partie communication, promotion école, c'est-à-dire recrutement, mais également communication avec les entreprises partenaires, organiser des visites, booster l'employabilité, organiser des forums virtuels. Et puis, on a toute la partie pédagogique. Et là, je suis secondée par des pilotes de formation. Donc, un pilote pour le cycle préparatoire intégré, un pilote pour le cycle ingénieur prévention des risques. Ces pilotes vont assurer la coordination, le recrutement, la coordination des intervenants, puisque chez nous, la plupart des enseignements sont assurés par des professionnels métiers, donc des préventeurs, hein, comme toi, comme moi j'ai pu l'être auparavant, qui viennent partager leurs connaissances, mais surtout leurs compétences, hein, professionnelles avec nos élèves. Donc les pilotes vont les gérer. Les pilotes participent également à ces différents conseils que j'ai cités tout à l'heure, hein, conseil d'orientation stratégique, conseil de filière, conseil de perfectionnement. Donc, participent avec les pilotes angevins à l'élaboration de nos référentiels de formation, assurent le déploiement de ces référentiels conformément à ce qui est prévu et derrière accompagnent les étudiants dans l'acquisition de ces compétences sur les 3 années du cycle ingénieur. Et tu l'as mentionné rapidement, mais il y a une partie visibilité de l'école, surtout quand on crée un campus et finalement dans un endroit qui est en plus à Aix, qui est quand même déjà dense en termes d'école. Comment est-ce qu'on fait pour justement attirer des futurs étudiants à notre formation, leur créer un intérêt sur ce diplôme? Alors, il y a deux choses. On bénéficie quand même de la présence de l'ESEP sur la ville de Grasse depuis une vingtaine d'années. Donc, il y avait déjà en région PACA quand même une certaine visibilité qui était faite. Elle était plutôt extrême sud-est, hein, Alpes-Maritimes et Var, liée à des problématiques d'accessibilité qu'on peut connaître sur l'extrême sud-est. On a gagné même en visibilité en se déplaçant sur Aix-en-Provence, qui est une ville plus étudiante, plus accessible, hein, lorsqu'on vient bien des autres départements de région PACA, voire de l'extérieur de la région PACA, et qui offre des services étudiants plus importants que la ville de Grasse, donc des restaurants universitaires, des résidences universitaires, des bibliothèques. Voilà. Donc c'est vrai qu'on bénéficiait en termes d'étudiants de tout cela. L'ESEP a gagné aussi en visibilité puisqu'aujourd'hui, de par son recrutement après bac ou après bac+2, on fait partie de concours nationaux qui regroupent plusieurs écoles. Donc ça permet aussi à des étudiants qui sont en recherche, on va dire, de poursuite d'études, eh bien de pouvoir nous faire apparaître
et derrière de s'intéresser à nos domaines de compétences, qui parfois pour certains ils découvrent, il faut l'avouer, parce qu'aujourd'hui les métiers de la prévention restent des métiers assez jeunes, qui ont fortement évolué ces 20 dernières années, mais qui peuvent paraître assez méconnus pour bien les jeunes étudiants qu'on recrute, voire pour leur génération de parents. Et pour parler chiffres rapidement, ça représente combien d'étudiants par promotion à l'ISEP? Aujourd'hui, on a une quarantaine d'étudiants par promotion sur le campus d'Aix-en-Provence. Sur le campus d'Angers, si on reste pareil sur la filière prévention des risques, on a des promotions à peu près de 80 étudiants, sachant que lorsque les groupes dépassent la quarantaine d'étudiants, on est toujours amené à des groupes de TD. Donc le face-à-face est quasi tout le temps en groupe d'une quarantaine d'étudiants. Ça, c'est la particularité de notre école. Je parlais tout à l'heure, bien sûr, de l'accessibilité, mais un des critères qui aujourd'hui attire beaucoup d'étudiants, c'est cette idée de campus à taille humaine, cet accompagnement de proximité, ce parcours personnalisé à travers le choix des stages, des universités partenaires, des spécialités. Et c'est ce qui fait la force de notre école, encore une fois, ajouté à la particularité de l'école de la spécialité qu'on peut avoir aussi. Ouais. Alors là, je rejoins complètement parce que moi, c'est ce qui m'avait plu, le côté taille humaine, même si tu es dans une école d'ingénieur, tu as quand même ce côté approche voilà, plus humaine, plus proche des enseignants et des intervenants, d'être dans une promo plus restreinte. Mais ça permet aussi, je pense, de progresser plus vite, de lier des relations plus vite et aussi et après de créer voilà, cette ébullition pour la suite. Et du coup, je trouve ça encore mieux que vous ayez réussi à le conserver même dans cette nouvelle configuration. Et combien de salons il faut faire par an en tant que directrice pour attirer 40 élèves par promo? Alors c'est vrai que là j'ai la chance, bien sûr c'est pas moi qui effectue les salons, j'en fais quelques-uns, mais on est toute une équipe. Notre chargé de communication et promotion école est fortement mobilisé, mais toute l'équipe, les enseignants, les pilotes sont présents sur les salons parce que l'idée c'est aussi de pouvoir répondre à des questions sur les contenus de formation, sur nos partenariats entreprises, et on est tous suffisamment légitimes pour le faire. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà, la mobilisation de l'équipe, c'est très important. Au niveau des salons, des gros salons de type l'étudiant Studirama, sur la région PACA, on va en faire 5-6 par an. On essaye de couvrir, on essaye de couvrir quand même tous les gros salons qu'on va retrouver. On fait Marseille, on fait Aix, on fait Nice. On a fait Montpellier pour la première fois cette année, même si c'est en dehors de région PACA. Et en général, on double bien sûr sur Marseille et Aix, qui sont qui sont présentes sur le département où on est nous-mêmes présents. Derrière, ce qui est également très important, c'est la présence de nos étudiants dans leurs anciens établissements. Et c'est ça aussi qui fait la force d'une école telle que la nôtre, c'est la force du réseau des anciens. Et on commence à être ancien dès qu'on rentre finalement dans l'école, on est déjà ancien d'un autre établissement. Et donc nos étudiants se mobilisent, soit en local, encore une fois, soit dans leurs anciens établissements pour faire la promotion de l'école. L'avantage en plus, c'est vraiment qu'ils peuvent parler de ce qu'ils connaissent. Ce qui, pour moi, est toujours beaucoup plus riche pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, c'est d'avoir aussi l'expérience d'un étudiant qui est passé par le même parcours qu'eux, qui pourra vraiment faire le lien entre les cours communs, les cours sur lesquels il peut y avoir des difficultés, le travail à fournir, et qui pourra parler du coup de l'intérieur, de tout ce qu'on met en place en termes d'accompagnement à la réussite de nos étudiants. Je pense que c'est une mission qui a eu du mal de mon temps, qui avait un peu de mal à se lancer et qui a vraiment été redynamisée ces derniers temps. Je pense que c'est important de le faire pour l'école, pour les anciens, pour les nouveaux et pour les futurs. Mais effectivement, ça doit être un peu dur à stimuler et à maintenir dans le temps. Et je voudrais qu'on passe à une partie, moi qui m'intéresse pas mal sur le fait que du coup l'école elle est quand même à la croisée de deux mondes qui se parlaient peut-être pas avant mais qui devraient le faire beaucoup plus, c'est le numérique et la prévention des risques. Comment à l'ESEP justement vous arrivez à mettre en place les synergies sur ces deux aspects et du coup stimuler l'innovation à travers ces aspects-là? Alors
C'est vrai qu'on essaye de plus en plus de démontrer la nécessité qu'il y a à croiser ces deux domaines, le numérique et la prévention des risques. On y arrive assez facilement aujourd'hui sur le volet environnemental de notre formation, puisqu'on est spécialisé en prévention des risques, mais prévention des risques au sens large. Donc ça va couvrir les risques donc liés à la qualité et puis les risques liés à l'environnement, au développement durable, aux énergies. Quand on parle de Smart City, quand on va parler justement de développement durable, on n'est pas seulement dans l'opérationnel, on n'est pas dans l'industriel, on est vraiment à la croisée entre des considérations économiques, des considérations sociales, sociétales, des considérations de performance organisationnelle. Et donc là, vraiment, le numérique va être au service de nos démarches en termes, encore une fois, d'environnement, de développement durable ou autre. Sur la prévention des risques, c'est vrai que ça a été initié il y a assez longtemps et on a beaucoup d'anciens étudiants qui sont passés par là, qui ont travaillé dans une entreprise d'ailleurs de région PACA, qui avait développé un des premiers outils numériques d'aide à la démarche de prévention des risques en entreprise, que ce soit sur le volet réglementaire, puis derrière sur le volet aussi quotidien, audit, terrain ou autre, Préventéo. C'était Préventéo, bien sûr. Voilà, Préventéo, sont pas les seuls, il y a énormément d'outils maintenant qui existent sur le marché. Donc voilà, l'idée pour nous, c'est de faire comprendre en tout cas qu'il existe des outils. On n'a pas, en tout cas à l'école, on ne prend pas un outil, il n'y a pas d'outil miracle. Ce qu'on essaye, c'est de donner à nos étudiants les clés de lecture pour derrière, lorsqu'ils seront en poste, déterminer l'outil qui convient le mieux à l'organisation qu'ils rejoignent, à la problématique qu'ils traitent. Et donc, c'est en ça qu'on essaye de faire travailler le numérique avec la prévention des risques. Donc, il y a énormément de conférences, encore une fois, sur les Smart Cities, sur l'usine 4.0, sur les outils numériques au service de la démarche QSE. Voilà, donc il y a énormément de pistes de réflexion. L'idée pour nous, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas de position dogmatique, encore une fois, mais c'est plus une caisse à outils dans laquelle venir piocher ultérieurement. Moi j'aime beaucoup la réponse que tu vas nous faire, parce que pour moi, les ZEP, c'est beaucoup ça, c'est te donner les outils pour après finalement choisir les tiens par la suite. C'est-à-dire que tu dois les comprendre et pas forcément t'en conseiller un, ce sera pas la bonne chose, peut-être qu'il sera pas adapté à ton activité, mais tu auras les clés justement pour décoder ton propre besoin et après faire ton choix et du coup l'optimiser aussi par la suite. Et effectivement, il y a plein de logiciels qui existent maintenant. Et finalement, c'est tant mieux parce que j'en parle souvent, mais le fait de toujours travailler avec un Excel, moi, ça me file des boutons. Je pense qu'il y a un moment où on devrait avoir un truc mieux que ça. Et pour autant, du fait que c'est commun pour nous finalement de travailler avec un Excel, fait qu'on s'enferme encore là-dedans et on a encore du mal à progresser là-dessus. Mais voilà, donner à des jeunes ces clés pour après progresser eux plus vite, peut-être le développer, j'en sais rien, dans une start-up qu'ils lanceraient eux-mêmes, je trouve que c'est une grosse plus-value de l'ESEP et je pense que c'est un gros plus. Ouais. Écoute, merci. En tout cas, c'est vrai qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Ouais. On va passer à une partie plus de tes recommandations. Est-ce que tu as des ouvrages, des livres ou peut-être des supports digitaux ou autres que tu recommanderais sur la partie prévention des risques et sécurité? Alors, je ne vais pas forcément conseiller d'outils ou de références. Par contre, des pistes auxquelles il faut absolument que les étudiants s'intéressent. En tout cas, nous, c'est ce qu'on dit dans notre formation. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important. Une première réflexion qu'on a initiée et qui est vraiment importante dans nos formations, c'est la considération des interactions entre la santé et sécurité au travail et la performance. Alors, on peut parler de lean management, on peut parler de qualité, peu importe les termes qu'on va utiliser, mais c'est vraiment de réfléchir et de lire énormément d'ouvrages sur le sujet. Encore une fois, on peut le prendre un petit peu dans tous les sens. On travaille avec le groupe Safran sur le sujet. On a fait des interventions avec les arrêts métiers, également sur le salon de Préventica. C'est un sujet aujourd'hui qui est vraiment important
connaître les problématiques de performance, de qualité et de lead management, c'est vraiment une clé de réussite pour les futurs préventeurs et pour finalement pouvoir aussi faire accepter leurs propositions dans une démarche qui pourrait paraître assez éloignée de la considération de l'homme. Alors que quand on s'intéresse finalement à ces sujets-là en profondeur, on s'aperçoit que dans tous les ouvrages intéressants sur le sujet, tous disent bien que le lead management, la performance, la qualité mettent l'homme au cœur des préoccupations, tout comme la santé-sécurité au travail. Donc voilà, ça c'est une première piste de réflexion. La deuxième, elle est vraiment sur, on va dire, une approche modèle systémique, facteur humain. On en a beaucoup parlé. Il y a des secteurs d'activité qui s'y intéressent énormément. Je vais penser à l'aéronautique, je vais penser à l'aviation. Enfin voilà, il y a énormément de secteurs d'activité. L'automobile aussi s'y intéressait énormément. Mais aujourd'hui, y compris dans les petites entreprises, s'intéresser vraiment et à faire prendre en compte sa démarche prévention des risques dans un modèle systémique en intégrant de façon prépondérante le facteur humain sont des pistes aussi de réflexion importantes. On a tendance, quand on est préventeur, y compris dans la formation, d'ailleurs c'est ce que les étudiants demandent, ils ont tout de suite envie d'aller sur des outils, faire du document d'évaluation des risques, comme tu le disais tout à l'heure, manipuler différentes techniques de l'AMDEC, du MAS, parce qu'ils ont envie finalement qu'on leur donne la bonne solution. Et tout le travail qu'on fait pendant ces 3 ans, parfois, c'est d'essayer de casser un petit peu ces cases en disant attention, il n'y a pas une seule bonne solution, de la même façon qu'il n'y a pas un seul métier de préventeur, mais il y a le métier de préventeur tel qu'il est vu dans cette organisation sur ce sujet-là et donc avec tel bon outil. Donc, en termes de référence, c'est vraiment ça, c'est le modèle systémique, la prévention des risques dans cet ordre-là, et puis la santé-sécurité au travail à la croisée des problématiques, encore une fois, de performance ou de lean management. Tu as parlé du métier de préventeur et justement le fait de mettre l'homme au cœur du travail, c'est une base que peut-être qu'on oublie un peu trop, mais comment maintenant que tu es, tu le faisais déjà, mais maintenant que tu formes les préventeurs de demain, comment est-ce que tu vois évoluer le métier avec ces nouveaux préventeurs? Alors, c'est un sujet sur lequel on travaillait justement à Préventica au mois d'octobre. Donc c'était à Marseille. On avait un groupe d'étudiants qui était positionné sur un atelier sur dessine-moi le préventeur de demain. Et toute la question c'était ça. Alors on avait des propositions assez folkloriques et intéressantes, des étudiants qui imaginaient que le préventeur de demain c'était presque une montre connectée à laquelle n'importe quel salarié pouvait poser sa question et puis le préventeur faisait sa recommandation. Et puis là il y a des gens qui au contraire étaient choqués parce qu'on perdait complètement cette relation à l'humain qui pour beaucoup fait sens et au cœur même du métier de préventeur. Mais il y avait derrière tout ça une idée assez intéressante, c'est justement de se dire il faut qu'aujourd'hui on puisse gagner en réactivité. Il faut qu'aujourd'hui la prévention des risques soit à la portée de tous. Il faut aujourd'hui qu'on utilise des outils numériques. Donc je trouve que cette proposition elle était intéressante en cela parce qu'elle démontrait bien que il ne faut pas que le préventeur soit le seul sachant. Il faut que le préventeur, il ait un rôle finalement, ce soit un conducteur et qu'il puisse bien déployer ce message de préventeur à toutes les strates et à toutes les personnes qui l'entourent pour qu'eux-mêmes puissent monter en compétence sur ce rôle de préventeur. Voilà. Donc je pense que c'est un préventeur, encore une fois, qui ne doit pas être le sachant, mais un préventeur qui est plutôt le formateur et celui qui va aider la montée en compétence de tous, encore une fois, à toutes les strates de l'entreprise, sur ces compétences prévention des risques. Alors du coup, tu as un petit peu répondu à cette question-là, mais qu'est-ce que tu dirais du coup à des futurs préventeurs, et j'imagine ce que tu dis déjà à tes étudiants pour occuper un métier comme celui-ci? Alors moi, ce que je leur dis déjà, c'est qu'il faut être ouvert, adaptable, curieux,
Et encore une fois, bien prendre la mesure bien du contexte dans lequel on travaille avant de se lancer dans ces missions de prévention. Pour moi, c'est ça qui va faire toute la différence. Encore une fois, ne pas essayer de s'enfermer dans une case, mais au contraire, se dire qu'être préventeur, c'est être agile, c'est être à l'écoute de tous les services, de tous les besoins et de faire les meilleures propositions possibles en considérant l'ensemble de ces critères. Ah, très bien, j'aime bien l'idée que le préventeur, c'est être agile, c'est tout à fait l'idée je pense qu'on doit véhiculer et que peut-être en entrant dans une école, on n'en a pas forcément conscience, mais c'est quelque chose qui doit se développer. On arrive à la fin de cet entretien. Claire, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, les sites web, que tu peux nous indiquer? Bien sûr. Alors donc la page de l'école donc est disponible sur le site internet donc www.ezep.org. Vous allez pouvoir y retrouver justement nos référentiels de formation donc avec des interfaces spécifiques candidats, étudiants et familles, mais également des interfaces spécifiques entreprises qui auraient des besoins. Vous pouvez également suivre après l'activité des différents campus et notamment pour les professionnels qui nous écoutent sur LinkedIn, où on publie régulièrement les travaux de nos étudiants, les visites qu'ils effectuent, les projets, et donc dans l'objectif de faire valoir leur employabilité et de booster leur employabilité. Et puis ensuite, pour ceux qui sont intéressés par la découverte de notre école, vue de l'intérieur, c'est-à-dire l'accompagnement, les séjours d'études, les intervenants, là ça se passe plutôt sur Instagram, sur Facebook, donc voilà, on a des outils bien ciblés. Voilà. Ouais, j'allais ajouter aussi Instagram de toute façon parce qu'il y a effectivement ça m'a rappelé des souvenirs, beaucoup de photos des voyages des étudiants et c'est vrai que c'est une belle vue de l'intérieur. Et également, on peut te retrouver sur LinkedIn, je pense. Oui, tout à fait, oui. On peut me retrouver également personnellement, moi, sur LinkedIn, donc au nom de Claire Fischer. De la même façon que vous retrouvez sur LinkedIn le réseau des anciens et nos chargés de communication, encore une fois, qui publient énormément de contenu sur les projets et les métiers où sont positionnés nos anciens étudiants. Ça marche, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Donc comme ça, on pourra retrouver donc les réseaux de l'ESEP et toi-même. Donc Claire, merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup Alexandre, c'était un plaisir. Plaisir de te revoir du coup à cette occasion-là aussi. Ouais, moi aussi. Et je te dis à bientôt. Salut. À très bientôt, merci. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.